Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est aujourd'hui dédié aux produits agroalimentaires et au lifestyle français au Japon. Donc organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-japonaise. Ce webinaire, donc, nous avons la chance d'être accompagnés d'Adriana qui va pouvoir vous apporter tout son éclairage et un très beau témoignage d'une belle marque française, Luna, qui a très fortement réussi au Japon et qui est en pleine phase de développement. Également à mes côtés, Mélanie Lebris, qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie, qui est notre spécialiste sur les produits B2C, donc les produits retail, notamment dans l'agroalimentaire, tout ce qui est food and beverage, et qui a une forte expérience déjà, notamment au niveau des French Fairs qu'on va vous présenter. Donc des opérations auprès des grands magasins, mais pas que, pour présenter vos produits. Ainsi que moi-même, Ophélia Glass, qui suis en charge de l'équipe Business Développement au sein de la CCI France-Japon, donc qui a pour but d'accompagner les entreprises françaises, quel que soit leur domaine d'activité, dans le cadre de leur implantation au Japon. En termes de déroulé, donc, ce webinaire va durer à peu près 50 minutes. Nous proposons une présentation d'une quarantaine de minutes et laisser libre cours à vos questions afin d'y répondre sur les 10 dernières minutes via comme indiqué ici sur votre écran, via le module questions-réponses du webinaire. Le webinaire est enregistré. Il sera diffusé en replay sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-japonaise, mais également sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie internationale, France Internationale. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin de revisiter les informations qu'on va vous donner de façon assez rapide, mais elles sont complètes et exhaustives. En ce qui concerne la fin, donc après les questions, nous aurons un sondage qui sera mis à votre disposition. Ça nous permet de toujours améliorer le contenu, mais également le contenant de nos formations. Donc n'hésitez pas, si vous avez des recommandations ou si ça vous a plu, à également nous en faire part. Donc, concernant dans le cadre de notre Business Booster Forum, on va vous parler aujourd'hui de 7 axes. Donc, le marché japonais, déjà pour vous donner un petit peu de tour d'horizon de qu'est-ce que le marché japonais et les points clés de ce marché pour y accéder, les échanges bilatéraux entre la France et le Japon, également un point sur la distribution, les magasins, comment s'organise un petit peu la supply chain et la logistique et l'accès aux consommateurs. Un point numéro 4 sur le consommateur en lui-même, quelles sont ses attentes. Vous verrez que le consommateur japonais est extrêmement exigeant. Comment pénétrer le marché et vendre vos produits aux consommateurs japonais. Les outils comme les French Fairs, les pop-up stores que nous allons vous présenter dans ce webinaire et également, comme je l'ai indiqué, le témoignage d'une très belle marque française qui fait son effet ici sur le marché japonais. Et Adriana va pouvoir vous donner les clés de la réussite, la façon dont elle a abordé le marché, sa connaissance, son partage de connaissances pour pouvoir attirer l'œil du consommateur japonais, mais également déclencher bien évidemment les achats de produits derrière. En ce qui concerne le marché japonais, donc la population au Japon est de l'ordre de 127 millions d'habitants. C'est une superficie qui est aux 2/3 de la France, un taux de natalité qui est un des plus faibles au monde, une densité de population très forte, donc concentrée, comme on va le voir plus tard, sur des gros pôles d'agglomération, ce qui définit aussi une consommation très urbaine. On le verra plus tard. Une espérance de vie de 84 ans, donc avec une population de seniors relativement élevée, mais ayant un pouvoir d'achat qui est aussi important.
Le PIB du Japon est relativement élevé. Comme vous le savez, c'est la troisième puissance économique mondiale derrière la Chine et les États-Unis. Enfin, les États-Unis d'ailleurs en premier lieu et la Chine en deuxième lieu. Le PIB par habitant est très élevé. Il est à peu près à l'horizon du PIB qui est en France. Néanmoins, le pouvoir d'achat des familles japonaises est très, très élevé par rapport à la consommation occidentale. Le taux de chômage très faible, même malgré le Covid actuellement. Donc, on est sur un taux de chômage malgré le Covid qui est inférieur à 3%, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat reste très ancré même en cette période. Quelques éléments pour vous donner un comparatif. Tokyo a un PIB qui est équivalent à la Russie dans l'intégralité et le Kanto et le Kansai, donc le Kanto qui est la région de Tokyo, le Kansai qui est la région d'Osaka, qui sont les deux principales villes du Japon, représentent à peu près 70% du PIB japonais. Petite information, bien évidemment, la consommation est concentrée dans les grandes villes. Néanmoins, il ne faut pas négliger la province où il y a des grands magasins qui sont présents un petit peu partout. Et le pouvoir d'achat en province est également relativement élevé. Et il est important de garder ça en tête si vous souhaitez partir à la rencontre du consommateur japonais dans l'intégralité du pays. La population, en termes de répartition, est principalement urbaine avec des gros pôles d'agglomération qui sont bien évidemment la région de Tokyo, d'Osaka, Nagoya également, mais également des villes comme Hiroshima, qui sont les villes principales du Japon. En termes de force, très rapidement, l'économie japonaise, troisième économie mondiale, une économie mature, avec des consommations des ménages qui représentent 56% du PIB. Donc, les achats, qu'ils soient de retail, d'art de vivre, de fooding, etc., ils font une part très importante de l'économie japonaise. La population a un pouvoir d'achat qui est extrêmement élevé, donc on en parlait, plus 10% par rapport à la France. Les infrastructures sont relativement performantes, donc en termes de chemin de fer, de voies autoroutières, d'avions également, ce qui rend la supply chain et la diffusion des produits relativement aisée. C'est un pays qui a une force d'innovation extrêmement forte, avec à peu près 3,1% du PIB dans ce domaine. L'innovation, on verra qu'on la retrouvera également dans les produits du retail. C'est un pays qui est le 4e en termes d'exportation, mais également un pays qui a des importations très fortes, qui est très orienté sur les produits occidentaux et notamment sur les produits du terroir et la tradition française. En termes de démocratie, une grande stabilité qui permet de pouvoir importer-exporter en toute sérénité et en toute confiance. Un plan de relance également ambitieux. Le Premier ministre, M. Abe, a lancé les Abenomics depuis une dizaine d'années pour rebooster la croissance japonaise. Et on le verra plus tard, il a également signé des accords avec l'Union européenne dans certains domaines, notamment pour booster les échanges avec la France et notamment dans tout ce qui est agroalimentaire et retail. En termes de contraintes, mais pas tant que ça, on a une croissance qui est relativement stable depuis les années 90, un déclin démographique, puisqu'on l'a vu, le taux de natalité est un des plus bas au monde, un manque de productivité, qui est plutôt lié on va dire, à l'environnement économique B2B, une forte proportion des seniors. Alors, c'est à la fois une contrainte, mais à la fois une grande force. Les seniors sont de très grands consommateurs avec un pouvoir d'achat élevé. Donc, c'est aussi une des fortes axes d'accès au Japon. Les contraintes sociales peuvent être fortes. Il y a une aversion au changement. Alors, aversion au changement de façon générale sur les traditions. Par contre, comme vous le verrez, les Japonaises sont très enclins à l'innovation en termes de produits.
En ce qui concerne la démographie, on en a parlé. Vous pouvez voir sur le graphique qu'on a une population donc, qui est relativement petite dans la jeunesse, une population qui décroît avec le temps dans la zone des 15-64 ans et une population qui augmente avec le temps dans la zone des 65 ans. Aujourd'hui, l'évolution de la consommation, alors elle est quand même relativement stable autour d'un axe qui est un indice 0. Il y a eu une très forte augmentation l'année dernière en septembre 2019 puisque la TVA a augmenté en passant de 8% à 10% au mois d'octobre, donc une recrudescence de la consommation en amont de cette augmentation de la TVA qui a conduit à une consommation un petit peu plus faible sur le début du premier trimestre 2020, mais également un impact très fort, comme vous avez tous pu le constater également en France, au mois de mars avec l'impact du Covid. La consommation aujourd'hui reprend dans des modes beaucoup plus standards. L'état d'urgence a été levé au début du mois de juin et on verra néanmoins que la consommation s'est quand même maintenue, notamment via le biais du e-commerce. C'est un marché attractif, le Japon, un marché mature, comme on l'a dit, un pouvoir d'achat élevé, une concentration sur les 40-65 ans qui ont le pouvoir d'achat le plus élevé de toute la tranche démographique, des infrastructures et une distribution efficace, on en parlera tout à l'heure. Le yen, très important, qui est relativement stable, donc si vous souhaitez avoir des échanges avec le Japon, vous n'avez pas trop de risque de change et ça c'est important. Également une politique ouverte sur le tourisme et c'est un fort enjeu puisque aujourd'hui le tourisme est très important au Japon, notamment de populations asiatiques mais également occidentales et ce sont aussi ces touristes qui sont des grands consommateurs, notamment au niveau des grands magasins. Les opportunités dans le retail, dans le B2C. Donc le Japon est très très ouvert sur tout ce qui est agroalimentaire, donc appelé également food and beverage, sur l'habitat, la décoration, la santé, tout ce qui est mode et création, loisirs et sport. Donc sport, n'oubliez pas, si vous êtes dans le domaine du sport, que les JO auront lieu normalement l'année prochaine. Donc c'est aussi un des axes de développement, mais tout à fait aussi orienté sur les accessoires de mode, la bijouterie et les cosmétiques. Ce sont les principaux, mais pas que, mais relativement exhaustifs, les opportunités que vous ayez dans le retail. Au niveau des échanges bilatéraux, donc la France et le Japon ont un historique d'import-export très important. Comme je l'ai dit, donc la part du Japon dans les exportations françaises est de 1,2%. Ça paraît assez peu, mais ça représente des montants relativement importants. La France est le 4e investisseur au Japon. Les produits français sont extrêmement valorisés, on le verra plus tard au Japon. Donc la France est vraiment en odeur de sainteté dans ce pays, et notamment via la qualité et les produits du terroir que nous savons apporter. En termes d'échanges agroalimentaires, donc, c'est un domaine, comme vous le savez, alors ce n'est pas que uniquement l'agroalimentaire qui est le domaine de prédilection, mais c'en est un. Donc, le Japon et la France ont des relations extrêmement privilégiées. Il y a à peu près 420 filiales françaises présentes au Japon, tous secteurs confondus, dans ce domaine. Le marché japonais est très exigeant, mais il est payant. On explique ici qu'on ne peut pas rentrer dans le marché si on n'a pas d'importateur. C'est la clé d'entrée sur le marché pour pouvoir distribuer vos produits, quels que soient vos canaux de distribution en aval. Voilà, le consommateur est en recherche d'originalité, de nouveauté, mais surtout, et on appuiera ça plus amplement, sur la qualité. En termes de consommation, sur l'agroalimentaire, on a une consommation qui est très orientée vers l'extérieur, donc le consommateur japonais est très friand de produits qui viennent de l'international. L'agroalimentaire, l'alimentaire, de façon générale, rime avec la bonne santé. Il y a énormément
d'influence de modes de vie occidentaux et aussi à cause du vieillissement de la population qui vont avoir un impact sur le choix des produits. Et le pouvoir d'achat qui est élevé, comme on l'a dit. Et dans ce pouvoir d'achat, une énorme partie est liée à l'alimentation. Pour information, très rapidement, il y a un accord qui a été signé entre le Japon et l'Union européenne, donc également avec la France, qui est l'accord de partenariat économique, l'APE, qui a été signé en février 2019 pour essayer de booster au maximum les exportations européennes vers le Japon, avec une croissance de 9 points envisagée grâce à cet accord. L'accord couvre principalement le domaine agricole en termes de tarifs douaniers, mais également l'automobile. Donc, quelques informations sur les barrières tarifaires. Donc, les produits de catégorie A, par exemple les confiseries, il y a eu une suppression des droits de douane qui a été faite grâce à cet accord. Catégorie B, des droits de douane qui vont diminuer progressivement jusqu'à être à 0, notamment dans le domaine de la chocolaterie. Et la catégorie R, qui sont une diminution progressive. Ça n'atteindra pas 0, mais les droits de douane diminuent au fur et à mesure, notamment pour tout ce qui est de la viande bovine. Il est important de savoir que les taxes ont également énormément baissé dans le domaine du vin, ce qui a fait repasser le vin français en haut du podium, alors que le vin chilien commençait à être un peu plus vendu parce que les taxes leur étaient plus favorables. L'effet de l'APE sur le commerce, on voit une très forte augmentation dans les relations sur l'aérospatiale, mais également le vin, comme on l'a dit, avec plus 16% sur l'année 2019. Les articles de voyage et de maroquinerie, plus 13%. L'automobile, plus 10%. Et les produits alimentaires, notamment dans le domaine laitier et du fromage, plus 13%. Donc cet accord a eu un effet extrêmement positif sur la consommation des Japonais et les exportations françaises vers le Japon. En termes de distribution, de magasins et d'e-commerce, il faut toujours avoir un importateur, donc il y a un exportateur en France qui va parler à un importateur au Japon. Le système de distribution est relativement complexe dans ce pays, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. La CCI peut vous présenter notamment des importateurs qui pourront être votre premier pied d'entrée dans ce pays. En termes de distribution, 4 grands axes, donc ce qu'on appelle les dépatos, les department stores, donc, qui sont les grands magasins, l'équivalent du Bon Marché, des Galeries Lafayette et du Printemps, et qui ont une renommée extrêmement forte et un état, une exigence de qualité très très importante, donc avec des produits plutôt axés sur le haut de gamme. Également les grandes et moyennes surfaces, avec des magasins typiquement comme Aeon, qui est un des grands faiseurs au Japon. Les combini, qui sont des magasins de proximité, des petites supérettes, qui notamment sont pas mal implantés dans le domaine alimentaire, mais qui vendent également des produits de première nécessité autres que de l'alimentaire, et les épiceries fines. Vous avez ici en très détaillé à peu près le nombre de points de vente que vous pouvez retrouver par rapport à chaque type de segmentation du marché, et également ici les magasins principaux qui sont présents sur la place japonaise. Les grands magasins, un zoom focus sur les grands magasins. Donc les grands magasins ont commencé à avoir une expansion au début du XXe siècle. On a vu des très très célèbres magasins qui se sont développés après la Deuxième Guerre mondiale. Le réseau était ultra morcelé dans un premier temps, puis dans les années 90, il y a eu une crise financière qui a amené après, dans les années 2000, à avoir des regroupements de ces grands magasins, donc qui se sont consolidés avec de très grands groupes, notamment Daiumaru qui s'est adjoint à Matsuza
Kaya, et également le regroupement d'Isetan et de Mitsukoshi, qui sont aussi les très très gros faiseurs au Japon. Les grands magasins, ce sont des organisations extrêmement structurées, très hiérarchisées. L'anglais est très peu parlé, la prise de décision est relativement lente. Et c'est là où nous vous recommandons de vous rapprocher d'un partenaire. La CCI peut vous aider, puisque nous avons des opérations, on vous les présentera, qui sont déjà en place avec ces grands magasins, avec qui nous sommes très habitués à travailler. Le grand magasin a un rôle central dans la consommation japonaise. C'est lui qui est porteur de grandes marques occidentales. C'est une très bonne porte d'entrée sur le marché japonais. Ce sont des géants de la consommation. Ils organisent également, comme on le verra plus tard, des semaines françaises. Ils sont axés avec un gage de qualité, donc vous aurez accès, si vous y participez, à des CSP+, qui sont en recherche de qualité et de produits haut de gamme, avec bien évidemment des prix élevés associés, le consommateur japonais étant prêt à mettre le prix pour la qualité. De façon générale, tous les grands magasins sont organisés, ont des caractéristiques communes, donc avec un étage, des étages dédiés à l'habillement, des sous-sols dédiés à l'alimentaire, un petit peu comme c'est le cas en France aux Galeries Lafayette et au Printemps, gourmet notamment. Des rez-de-chaussée qui sont très axés, comme en France, sur le cosmétique et les accessoires de mode, et un étage dédié à tout ce qui est maison, décoration. Le marché de les ventes d'alimentaires se font principalement via les supermarchés, via les convenience stores, les combini dont nous avons parlé, les magasins génériques, mais également via les department stores. Ici, les department stores sont sur du haut de gamme, du gourmet, avec de très belles marques, notamment françaises, qui ont réussi à s'insérer, à être référencées dans ces grands magasins gourmets, dans le secteur, le département gourmet. Un focus sur le e-commerce. Le e-commerce, comme vous le pouvez constater sur ce graphique, le Japon est le 4e pays à e-commercer et principalement dans le domaine du retail à plus de 50%. Le e-commerce évolue au fur et à mesure des années et n'est pas prêt de s'arrêter. Et ce qui est important là de savoir, c'est que les Japonais, contrairement aux autres pays principaux qui travaillent dans le e-commerce, attendent d'avoir des prix plus bas dans le e-commerce. Donc le e-commerce est un outil, un vecteur d'accès au marché japonais. Néanmoins, si vous souhaitez vous mettre sur des produits haut de gamme, vous deviez privilégier en priorité le offline, donc le retail de standard. Sur le e-commerce, donc ce qui s'achète en priorité sont bien évidemment le food and beverage, mais également tout ce qui est publication, donc magazines, journaux, etc. Les voyages, la cosmétique, les vêtements, les accessoires et à moindre mesure les médicaments et les produits de la santé. Les cyberacheteurs sont des acheteurs soit qui achètent pour le plaisir, donc qui est population plutôt masculine de 30 à 40 ans, sur des achats compulsifs, mais également il y a des chercheurs de marques qui sont plutôt une population assez diplômée, cultivée, qui est un petit peu plus âgée et qui va avoir un pouvoir d'achat important, qui recherche de la qualité. Et ils cherchent également des prix, comme on l'a vu. Donc ça, c'est souvent les femmes jeunes qui vont s'orienter sur cette recherche-là. Et il y a également, pour finir, les achats par nécessité, donc qui sont portés par une population un peu plus âgée, éduquée, avec des revenus supérieurs. Le consommateur japonais, qui est-il? Alors, c'est un profil assez particulier. Il est relativement diversifié. Néanmoins, on a des profils assez matures et axés sur la sophistication, donc qui attendent énormément de goût, de finesse et de qualité. La population des 20-25 ans dépense selon leurs moyens. Eux, ils sont axés sur des mots-clés comme les achats intelligents, sérieux, raisonnables, pas chers, mais modernes et avec cet état d'esprit un petit peu mignon.
Vous avez également une forte majorité qui est du profil consommateur, qui sont aussi les leaders d'opinion, qui sont les femmes jeunes urbaines, qui sont de 25 à 35 ans et qui sont les personnes qui lancent les nouvelles tendances. Ne pas oublier également les femmes au foyer, donc qui sont bien évidemment, qui gèrent le panier de la ménagère et qui gèrent la plupart du budget familial. Les hommes laissant vraiment le porte-monnaie aux femmes au Japon, principalement sur les populations à fort pouvoir d'achat. Les seniors également, comme on en a parlé, qui recherchent du bien-être et du confort, qui sont aussi une cible stratégique pour vendre vos produits. Les comportements d'achat, donc très orientés sur des nouvelles tendances, de nouveaux concepts. Donc, les cycles produits au Japon sont relativement courts. Il faut vraiment avoir des produits qui sortent de l'ordinaire. Il faut vendre son origine, avoir un storytelling, donc une belle histoire à raconter pour pouvoir capter l'attention des consommateurs japonais. Ils sont très sensibles aux produits naturels, à l'environnement, à tout ce qui est éthique et bio. Ils sont prêts à payer le prix pour la qualité. La présentation visuelle est extrêmement importante, notamment l'emballage, avec des emballages petits formats individuels, donc important de savoir ça avant de vous lancer sur le marché japonais. Également une tradition du cadeau qui est très importante, donc tout ce qui est produits qui peuvent être offerts comme un cadeau et considérés comme très qualitatifs a beaucoup de chances de s'implanter et de plaire aux consommateurs japonais. Une forte saisonnalité, donc régulièrement les grands magasins organisent des opérations en fonction des saisons et les produits bien spécifiques ils sont vendus de façon importante. On a la chance en France de bénéficier d'une excellente image de marque au niveau du Japon, notamment avec tous les produits de luxe qui sont implantés portés principalement par le groupe LVMH, bien entendu, mais également des petites marques dans le luxe et les biens de consommation qui mettent la qualité française en exergue. Le Japon est un pays mature et sophistiqué, donc ça, c'est un des motifs d'achat très puissants, la créativité, l'originalité, l'innovation. N'hésitez pas à valoriser votre offre, à vous différencier, parler de votre ADN, de votre qualité, la technique, l'expertise de votre marque. Ça va être des points qui vont être très très importants pour un acheteur d'un grand magasin, mais également un consommateur, donc le client final. On voit également une émergence très forte de nouveaux besoins par rapport au vieillissement de la population. Comment pénétrer le marché japonais? Donc, quelles sont les barrières à l'entrée? On a le consommateur japonais, mais les acheteurs des magasins attendent de la qualité, le respect des délais, des conditionnements qui soient petits, individuels, mais avec une qualité de packaging. Le packaging est extrêmement, on ne cesse de le répéter, important au Japon, tant dans l'aspect visuel que dans l'aspect qualitatif. Il faut vraiment... Les Japonais sont des grands perfectionnistes, donc il faut des emballages qui soient de qualité pour supporter les transports et l'export. Il faut se préparer à répondre aux besoins du consommateur avec un niveau de qualité important, des mutations rapides du marché liées à l'évolution démographique, mais au niveau de la société japonaise étant très innovante, ils ont des nouveaux besoins réguliers. Des exigences sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles, bien évidemment, on peut vous aider à comprendre les problématiques réglementaires. Et puis, faire très attention aux barrières culturelles, linguistiques et à l'intensité de la concurrence sur le marché japonais. Investir au Japon, il faut investir pour pouvoir se développer. Donc, vous aurez des retours sur investissement qui seront importants parce que la taille du marché est très large. Les consommateurs japonais sont... Alors, en B2B, il y a une fiabilité des paiements, les marges sont correctes et les stratégies long terme, une fois qu'elles sont assises, se font dans la confiance. Le consommateur japonais, lui, a le pouvoir d'achat
côté client final. C'est un marché, comme on l'a dit, qui est mature et concurrentiel, mais si on sait valoriser son offre, on sera dans une dynamique de réussite. Présenter ces marques au Japon, ces produits, les faire accepter par le consommateur japonais, c'est très important, c'est un grand gage de qualité et comme un label en fait, notamment pour l'accès après vers des marchés d'Asie qui, quand on a vendu au Japon, sont beaucoup moins regardants pour eux, c'est le label qualité et ils vont se lancer dans l'acceptabilité de vos marques beaucoup plus rapidement derrière. Très rapidement sur cette slide, pour pouvoir travailler efficacement au Japon, il faut bien se préparer en amont et se faire accompagner de partenaires. La CCI peut en être un pour vous accompagner sur vos premiers pas à la rencontre du consommateur. Il faut être à l'écoute et faire preuve de patience. Ce sont les deux mots clés pour pouvoir réussir au Japon et capter l'intérêt du consommateur japonais. Je vais maintenant laisser la parole à Mélanie en ce qui concerne les French Fairs, qui sont des opérations qui sont menées par les différents grands magasins sur lesquels vous pouvez présenter vos produits aux consommateurs japonais. Également, un petit laïus sur les pop-up stores que Mélanie va vous présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Mélanie. Je suis donc en charge de toutes les opérations France Fair au Japon. Donc, les France Fair ou semaines françaises, pour faire plus simple, sont des opérations de grande envergure mettant à l'honneur, bien évidemment, de son nom, la France et ses produits de qualité. Et ces semaines françaises sont organisées par les grands magasins dans tout le Japon. C'est-à-dire que chaque grand magasin a à sa taille sa semaine française qui accueille en général entre 30 000 personnes pour les plus petits et 450 000 visiteurs pour les plus gros, comme par exemple Isetan, Shinjuku ou Hankyu Umeda, sur 6 jours de vente en moyenne. Et ces événements ont lieu qu'une seule fois dans l'année dans chaque grand magasin. C'est-à-dire que chaque grand magasin a une date définie dans l'année et il ne change pas chaque année de date. C'est vraiment toujours aux mêmes dates et sur la même saisonnalité. Alors, en termes de détails, les semaines françaises, donc elles concernent principalement, on va dire, tous les produits de l'agroalimentaire, les accessoires de mode, bien évidemment, tout ce qui va être le lifestyle, hein, donc tout ce qui est des petits accessoires de décoration, etc. C'est quelque chose qui est très prisé sur les semaines françaises. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit tout à l'heure Ophélia, mais c'est vrai que on est quand même chez des grands magasins, il y a des critères qui sont non négligeables avec les grands magasins, qui sont la qualité, le packaging, ce sont des éléments auxquels il faut vraiment faire attention sur ces semaines françaises. Et à quoi elles servent? Donc, c'est à la fois des éléments de promotion en fait, de votre marque et de vos produits, et c'est à la fois un tremplin en fait, pour votre développement sur le Japon. C'est-à-dire que une fois que vous avez réussi à être accepté, ne serait-ce que sur une semaine française par un grand magasin, comme l'a dit tout à l'heure Ophélia, c'est un gage de qualité. Ça va vous ouvrir énormément de portes et booster votre développement sur le Japon. Donc, c'est vrai que ces grands magasins sont très difficiles à ouvrir. Donc, c'est pour ça que la Chambre de commerce a décidé de commencer des partenariats il y a à peu près 6-7 ans avec certains des grands magasins afin d'accompagner les marques françaises qui souhaitaient à terme être en relation avec les grands magasins, ne serait-ce que temporairement ou même sur du plus long terme. Il faut savoir que le référencement est très difficile, ça prend en moyenne 5 à 6 ans pour les plus chanceux, voire moins, enfin ça peut être un peu moins, mais en général ça prend beaucoup de temps. On l'a répété tout à l'heure, c'est un processus qui est très lent, très hiérarchisé et très structuré. Donc, c'est vrai que nous, on est là en tant que chambre de commerce pour accompagner les marques françaises qui souhaitent vraiment targeter ces grands magasins pour booster leur développement grâce à ces semaines françaises. Donc, le processus, si vous souhaitez participer à ces opérations, il est très simple. Pour tous les grands magasins, il vous faudra un partenaire. Vous ne pouvez pas passer en direct avec les grands magasins. Beaucoup d'entreprises françaises cherchent en direct à être mis en relation avec les acheteurs des grands magasins. Ce n'est pas possible malheureusement. Ils ne traitent jamais en direct avec les marques françaises. Ils vont toujours traiter avec le partenaire japonais. Donc, il vous faut un partenaire japonais. Donc, on a plusieurs étapes. Pour ceux qui ont déjà des partenaires,
voilà, on va directement passer à l'étape inscription pour vous permettre de, voilà, de vous présenter. Encore une fois, les portes sont très, très difficiles à ouvrir. C'est-à-dire que même les partenaires japonais, parfois, ont du mal à avoir voilà, à avoir accès à ces grands magasins. Donc, nous, voilà, on travaille avec eux depuis un certain temps. Ils nous connaissent. On connaît leur manière de procéder. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu plus de facilité à faire accepter certaines marques qui, toutes seules, n'auraient pas forcément réussi à ouvrir ces fermetures de porte ou à entrouvrir la porte pour accéder à un peu plus tard. Et on a un deuxième cas pour les marques qui n'ont pas de partenaire japonais. Donc, on se propose, bien évidemment, en partenariat avec la Team France Export, de vous trouver soit, dans un premier cas, lors d'une mission de prospection classique, un partenaire qui va vous accompagner non seulement sur les semaines françaises, mais aussi tout au long de votre développement sur le Japon. Donc ça, c'est vraiment en partenariat avec la Team France Export. Et dans un second cas, on peut vous proposer, si seulement les semaines françaises vous intéressent, on peut vous proposer l'accompagnement avec un importateur qui vous accompagnera spécifiquement, donc on appelle ça un importateur spot, qui vous accompagnera spécifiquement sur ces opérations. Donc il faut savoir que ces opérations, c'est quand même des tests marchés qui sont très important et très révélateur en fait de votre potentiel sur le marché, parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une connexion en direct avec le consommateur japonais, de voir si vous avez vraiment un potentiel, s'il y a un intérêt, si en termes de gamme vous êtes bien placé, s'il y a des choses à revoir, etc. etc. C'est vraiment pour ça qu'on appelle ces opérations des tremplins pour le développement sur le Japon. Une fois qu'on a trouvé un partenaire, en tant que chambre de commerce, nous, on vous présente aux acheteurs des grands magasins. Et ensuite, c'est les grands magasins qui vont faire la sélection. Encore une fois, ce sont eux qui organisent ces semaines françaises et qui vont sélectionner les marques participantes à ces semaines françaises. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, bah là, il n'y a plus qu'à, on va dire, à faire les commandes et à mettre en place toute la partie communication, parce que là, en tant que chambre de commerce, bien évidemment, on vous accompagne aussi sur ce plan. On vous accompagne jusqu'à la fin de l'opération, que ce soit sur les parties process, etc. Vraiment, on vous accompagne du début à la fin. Voilà. Alors, en termes d'opérations, on a plusieurs opérations. Donc, on a des opérations qui sont dédiées uniquement au B2B, d'autres qui sont plutôt B2B, B2C. Donc, on a pour tout ce qui est grand magasin, on va être vraiment plutôt sur tout ce qui est gastronomie et accessoires. Donc, chacun a ses spécificités. Hein. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails, parce que vraiment, chaque magasin a ses spécificités en termes de produits. Donc voilà, là, la prochaine édition qui va avoir lieu, c'est Mitsukoshi Nihonbashi, qui sera en octobre prochain. Donc ça va arriver très très vite. Et voilà, là on est déjà en place pour vous présenter sur les éditions prochaines qui vont avoir lieu notamment chez Isetan Shinjuku, Hankyu Umeda, Isetan Kyoto, etc., etc. Puis après, on a bien sûr les opérations qui sont en dehors des grands magasins, donc c'est-à-dire les salons un peu plus professionnels comme Rooms, qui est un salon plutôt lui axé sur le prêt-à-porter, les accessoires de mode et le lifestyle. Donc là, on n'est pas du tout dans la gastronomie. Et on a aussi du coup les opérations hors grand magasin qui sont là plutôt axées supermarché, donc avec les supermarchés Ion. Voilà. Pour ce qui est des pop-up stores, donc ça c'est vrai qu'en dehors des French Fairs, donc ça c'est pas toujours évident. Sur les French Fairs, on peut pas forcément placer tous les produits que vous voudrez. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on est plutôt sur des produits de petite taille. Et l'intermédiaire, c'est qu'on a les pop-up stores, donc qui sont voilà, qu'on a commencé depuis cette année, donc qui sont des partenariats avec les grands magasins. Encore une fois, donc là on vous accompagne de la même manière, c'est-à-dire qu'on vous présente aux grands magasins. C'est eux qui vont faire la sélection si oui ou non ils acceptent de vous faire un pop-up store. Et puis après, on met ensemble bien sûr tout en œuvre pour vous accompagner du début à la fin sur ces pop-up stores. Donc là encore disponible sur Isetan, Mitsukoshi, Hankyu, plutôt sur les grands magasins. Alors, vous avez ici quelques photos des French Fairs qui vous sont indiquées à l'écran. Donc, vous pouvez ressentir un petit peu l'ambiance à la française et les décorations et
voilà, les différentes présentations des marques françaises que nous avons accompagnées lors de ces French Fairs. Je vais maintenant laisser la parole à Adriana pour son témoignage de sa très belle marque qui est en plein essor sur le marché japonais et qui va vous donner, à travers son vécu, les clés du succès pour le Japon. Avec mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Attendez. Vous m'entendez? Parce que moi, je ne vous entends pas du tout. Je ne vous entends pas. Pour ça, j'avais mon téléphone en parallèle. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre la présentation en plein écran? Bon, déjà, je vais démarrer. Merci Ophélia, Mélanie, de votre invitation. Donc, mon nom est Adrienne Archambault. J'ai travaillé en fait à la Chambre de commerce pendant un peu plus de 6 ans et j'ai travaillé sur le montage justement des French Fairs et la mise en place d'un partenariat avec Rooms, avec Mélanie. Et au bout de 6 ans, j'ai dû accompagner environ 80 marques sur toutes ces French Fairs. Il y a un petit peu moins d'une quarantaine de marques qui ont été acceptées parce que, comme disaient Ophélia et Mélanie, le marché est très, très sélectif. Et j'ai décidé donc de monter moi-même ma société et de proposer des produits qui me paraissaient pouvoir correspondre aux attentes du marché japonais. Donc ma marque, très brièvement, s'appelle Aluna. C'est une marque d'accessoires qui sont faits en Colombie. C'est une marque éthique, sociale et chic, puisqu'on crée donc des sacs à main avec des tribus indigènes du nord de la Colombie qui s'appellent les Wayuu. Vous pouvez passer le slide. Merci. Donc la spécificité, ce que j'ai fait avec cette marque, c'est que j'ai essayé de coller finalement à ce que j'avais pu voir lors des présentations de produits au French Fair et la réaction des buyers, donc aux spécificités du marché japonais. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord, j'ai choisi les artisans qui travaillaient avec la meilleure qualité en Colombie. Ce que j'ai fait également, c'est qu'on a twisté en fait les modèles qui sont faits par les tribus indigènes avec une styliste française. Donc, on fait des choses qui sont plus petites, avec des couleurs qui sont plus douces, justement, puisque l'idée, c'était de créer des produits que les Japonais pouvaient aider, mais en restant toujours très ethnique. C'est important en fait que l'ADN du produit soit quand même très visible pour que les Japonais s'intéressent au produit. Donc voilà, donc on a créé des petits modèles chic urbains et donc des tailles et des couleurs qui sont adaptées au marché japonais. Ensuite, donc j'ai démarré la société, j'ai monté ma société, donc j'ai monté une société anonyme ici que j'ai montée en novembre 2018. Et toute l'année dernière, j'étais en prototypage et en test marché pour lancer vraiment ma commercialisation cette année. Alors, je devais démarrer ma commercialisation en mars. Le Covid est arrivé. Donc, j'ai fini par démarrer vraiment mes pop-up en juin. Alors, 2 points. Ce que j'ai vu, j'avais fait pas mal de communication offline sur tout ce qui était magazine et ça m'a pas mal aidé en fait à booster le online et en fait mon business a plutôt pas mal démarré sur le online. On a commencé à avoir un shift en fait du offline au online dans les accessoires au moment du Covid. Bien sûr, ça ne remplace pas, mais on voit que le marché est quand même maintenant plus actif sur le online. Et finalement, tout a repris de plus belle à partir du début juin. Et j'ai fait donc mon premier pop-up à Takashimaya, Yokohama. Et je fais des boutiques éphémères. Tout ça, comment je l'ai eu? J'ai fait le salon Rooms, qui est un excellent salon parce que c'est un salon, donc sur l'accessoire, hein, j'entends, qui est un salon B2B et qui permet en fait d'être en contact avec des grands magasins ou avec des distributeurs qui viennent chercher de nouvelles marques. Et c'est par cet intermédiaire que j'ai pu être en contact avec des acheteurs des grands magasins ou des concept
store comme celui de Hayama. Donc, sur ce mois de juin, j'ai fait un pop-up dans un grand magasin, un pop-up dans un concept store et une autre vente, et j'ai plutôt très bien fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce toujours à Rooms, j'ai un pop-up également à Hankyu Umeda. Je vais avoir également un pop-up à Takashimaya Tamagawa, qui est un très très beau magasin. Enfin voilà, donc plutôt un bon démarrage. Je pense qu'on a réussi à trouver en fait le point style, storytelling, qualité qui peuvent plaire aux Japonais. Donc voilà, donc on a un e-shop aussi. Le e-shop est en anglais et en japonais. Et donc, ce fameux salon professionnel Rooms que je fais, j'en ai fait 2 pour l'instant, et je me suis inscrite à celui de septembre aussi. Voilà, je pense qu'après, il y a un point sur la communication. Ouais. Donc là, sur la communication, offline très important. En fait, c'est un marché qui est assez spécifique dans ce domaine. Il y a un choix de magazines qui est absolument incroyable, et les Japonais restent très attachés à tout ce qui est papier. Donc, le offline est très important. Online aussi un peu. Le website est bilingue anglais-japonais. Donc, la chambre de commerce a de très bons traducteurs qui peuvent aider à traduire un site en japonais. Les catalogues doivent être prêts en japonais. Les consommateurs japonais dans les grands magasins, même dans les concept stores, préfèrent quand même que ce soit dans leur langue et non pas en anglais, contrairement à d'autres pays d'Asie. Et il y a également, j'ai créé aussi des business cards avec la marque, et ça c'est quelque chose, si vous décidez de venir au French Fair ou différents salons que peut utiliser la chambre de commerce, créer un QR code, parce que finalement nos sons ne sont pas entendus de la même manière par les Japonais. On n'a pas le même alphabet du tout, et donc le QR code permet de retrouver tout de suite le site internet, le e-shop, etc. Donc ça vaut le coup de se créer un QR code, c'est gratuit, et ça permet de communiquer beaucoup plus vite sur sa marque à travers tout ce qui est iPhone, etc. Voilà, donc ça c'était pour ma présentation. Que dire de plus? Ce qui est important, je pense vraiment, c'est que quand on rentre dans un mindset de grands magasins ou de concept store japonais, on rentre de manière en fait avec un profil assez bas. Donc, on est vraiment au service du client. Je pense que ça, c'est un point qui est très, très important. Donc, les grands magasins, il y a beaucoup de choses qu'ils ne tolèrent pas. Ils exigent effectivement qu'on ait effectivement le même comportement que n'importe lequel de leurs vendeurs, puisque nous sommes au service du client. C'est quelque chose qui est très important. On est vraiment au service du client, et une marque qui rentre dans un grand magasin ou dans un pop-up quel qu'il soit doit vraiment avoir à l'esprit ce sens du service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrive un petit peu avant l'ouverture, ça veut dire qu'il faut rester jusqu'à la fermeture, avec des pauses bien sûr. Ça veut dire qu'on ne discute pas finalement sur la surface de vente, on est vraiment là pour servir le client. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir un vendeur japonais, parce que souvent la clientèle japonaise ne veut pas faire de faux pas en vous parlant en anglais, et donc s'adressera plutôt aux vendeurs en japonais. En revanche, le fait que vous soyez là, même si on a parfois l'impression de faire un peu pot de fleurs, mais en fait pas du tout, c'est très utile dans la confiance du client dans le produit qui est là. Et puis de toute manière, si vous en avez la possibilité, vaut mieux être là, parce que vous voyez in vivo finalement ce que le client japonais apprécie ou pas de votre produit. Que dire de plus? Alors c'est assez amusant, parce que lorsque je vends en department store, je vends des produits plutôt chers. Je vends vraiment le haut du panier. Et quand je suis en concept store, je vends plutôt moins cher. Pourquoi? En department store, la clientèle est plus âgée et a des moyens plus élevés. En concept store, c'est plus jeune, ils viennent chercher effectivement de nouvelles tendances. Donc effectivement, en department store, on peut très bien vendre. Autre chose que j'ai pu remarquer sur le packaging, dont on parlait tout à l'heure,
c'est que finalement, les sacs des grands magasins sont quand même pas très beaux. Et si votre produit est vraiment un prix élevé, n'hésitez pas à faire venir aussi vos shopping bags. Alors peut-être que sur les French Fair, comme il y a un débit énorme, ça sera difficile d'avoir vos propres shopping bags parce qu'à la caisse, ils n'ont vraiment pas le temps de s'occuper de quel est le shopping bag de qui. Mais sur du pop-up individuel où il y a un peu plus de temps et un peu plus de personnalisation, n'hésitez pas à ramener vos shopping bags. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais partager sur mon expérience ici. Quoi d'autre? Parce que j'ai ma société, c'est moi-même qui importe, c'est moi-même qui présente au grand magasin. Donc, je n'ai pas besoin de distributeur, je n'ai pas besoin d'agent. Et je fais tout mon import moi-même. Hein. C'est assez facile, en fait, d'importer. Voilà. Je pense que c'est ce que je peux partager avec vous. Est-ce que vous auriez des questions? En sachant que je n'entends rien. Merci Adriana en tout cas pour ton beau témoignage qui est basé vraiment sur le vécu. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à l'onglet Q&R. On a déjà répondu à quelques-unes de vos questions dans le flow du webinaire. Néanmoins, on vous laisse encore 1 à 2 minutes si vous souhaitez poser des questions et on peut y répondre à l'oral. Alors, du coup, pour les meubles, vas-y, tu peux. Alors, du coup, je me permets de répondre à une question au niveau des meubles. Alors, c'est vrai que les French Fair, en fait, ce sont des espaces qui sont quand même limités parce que ça se passe pas dans tout le magasin. C'est en général sur une partie dédiée d'un étage du grand magasin. Et on me demande là si ces French Fair s'étendent à l'espace maison des grands magasins. Donc, il faut savoir que c'est vraiment au cas par cas. Chaque grand magasin ayant sa manière de faire et un petit peu sa politique de manière d'affaires à ce niveau-là. Au niveau des meubles, c'est très, très compliqué en fait de pouvoir de participer à ces French Fair. Donc, c'est pour ça qu'on a développé en fait les partenariats avec les grands magasins plutôt sur du pop-up, où là, il y a peut-être un petit peu plus de possibilités. Il faut savoir après qu'au Japon, les logements sont quand même assez petits. Hein. On ne peut pas autant ameubler comme nous en France. C'est une manière de consommer sur ce type de produit qui est différent. Donc, ça dépend vraiment des catégories de produits. Dans les parties French Fair, sur la partie maison, on va vraiment être sur des petits formats. Par exemple, l'accessoire de maison typique, par exemple, dans la cuisine, tout ce qui va être, par exemple, assiettes, les couverts, ce genre de choses, ça passe sur les French Fair. Tout ce qui va être de tout ce qui est de la broderie, ce genre de choses, sur par exemple, des tabliers, ce genre de choses, des napperons, ce genre de choses, ça marche bien. Après, pour les meubles eux-mêmes, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, les French Fair, en termes d'espace, sont assez limités. Là, il vaut mieux partir dans ce cas-là, peut-être sur un pop-up store et voir avec le grand magasin en négociation, voir s'il y a quelque chose qui est possible. Alors, on me demande s'il y a un bilan qui est fait avec l'acheteur après les French Fair. Alors oui, toujours. Il y a un état des lieux sur le chiffre d'affaires qui a été effectué, bien sûr, qui est fait d'abord entre le grand magasin et l'importateur, et ensuite entre les grands magasins et la CCI, puisque nous sommes partenaires. Et nous, bien sûr, nous faisons un débrief complet, en fait, de ce qui a été mis en place, de qu'est-ce qui peut être amélioré éventuellement, en termes de chiffre d'affaires, etc. Il y a vraiment un bilan qui est fait vraiment à chaque opération, même pas que sur les French Fair, en fait, sur les pop-up stores aussi. Il y a un bilan vraiment qui est effectué pour voir comment on peut avancer, bien sûr, par la suite, pour aider dans votre développement sur le Japon. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions.
Très bien. Super. Une question. Alors, c'est au niveau du référencement. Alors, on me pose la question de est-ce que cela peut accélérer un référencement? Alors, oui et non, je dirais. Ça dépend vraiment en fait de la manière dont vous y êtes pris au niveau de la vente. En fait, donc, comme disait Adriana tout à l'heure, c'est très, très important de faire bien attention à votre image dans le grand magasin. En général, quand on fait ce genre d'opération, que ce soit sous forme de semaine française ou de pop-up, c'est très important de faire attention à son image. En fait, quand on fait ces opérations, on fait partie un petit peu du grand magasin lui-même. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre d'éléments. Ça va bien évidemment dépendre de la concurrence qui est déjà présente dans le grand magasin et du chiffre d'affaires qui aura été fait sur les semaines françaises et sur les pop-up. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Certaines marques, on a accompagné par exemple des marques dans l'agroalimentaire, une marque de cidre qui a très très bien fonctionné l'année dernière et qui cette année reparticipe avec nous au France Fair et qui, elle, est en négociation pour éventuellement un référencement à l'avenir. Donc, ça dépend de beaucoup d'éléments, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce bilan, notamment à la fin de chaque opération, pour voir comment on peut avancer par la suite. Très bien, merci beaucoup Mélanie, merci Adriana pour votre participation et votre réponse aux questions et ce très beau témoignage. Il est temps maintenant de nous laisser, enfin de se laisser. On vous propose un sondage en ligne comme je l'ai annoncé en début de webinaire. Si vous pouvez, s'il vous plaît, nous partager votre avis. Pour qu'on puisse améliorer les webinaires et que ça réponde au mieux à vos attentes. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.